Merci beaucoup. Monsieur le directeur de l'INAE, Madame la directrice du centre Jacques Berck, Monsieur le directeur du NIMAR, Monsieur le directeur de l'IRD, chers collègues, chères étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, ce colloque placé sous le titre « La politique de développement durable au Maghreb, un gouvernement néolibéral des ressources naturelles » est le résultat d'une collaboration entre notre faculté à travers le laboratoire ingénierie du tourisme, patrimoine et développement durable des territoires et des institutions de recherche nationales et internationales présentes dans notre pays, l'IRD, le NIMAR et le centre Jacques Berck. L'accueil que nous réservons à ce colloque est le témoignage de l'appui que nous apportons à ce type d'initiative basée sur ces collaborations de recherche à dimension internationale. En lisant l'argumentaire et en prenant note du programme, je relève que ce colloque appréhende une problématique d'actualité qui nous concerne tous en tant que chercheurs, mais aussi et surtout en tant que citoyens. La question de la recherche des voies pour une bonne gouvernance des ressources naturelles, hydriques, agricoles, halieutiques, forestières et minières est inscrite dans l'agenda politique des États depuis que le monde a commencé à prendre conscience de la gravité de deux types de dérèglements interdépendants. En premier lieu, les perturbations des eaux dues au dérèglement climatique provoquent des changements rapides et qui catalysent les déséquilibres environnementaux avec de forts impacts sur les stocks de ressources, nous imposons de grands défis écologiques. En témoigne la fréquence ces dernières années de catastrophes naturelles, les sécheresses, les incendies de forêt, les inondations et même les tsunamis et les séismes ont tendance à faire partie de notre vécu quotidien, soit directement ou indirectement. On voit comment les moyens d'information et de communication nous mettent au cœur de ces événements catastrophiques extrêmes. De toute manière, quels que soient les lieux géographiques où ces événements se produisent, proches ou lointains, ils nous concernent toutes et tous en tant qu'humains et habitants de la planète Terre. En deuxième lieu, nous constatons à une échelle globale l'importance des déséquilibres économiques et sociaux qu'implique le déploiement du capitalisme néolibéral et comment le modèle économique productiviste soutenu par les puissants de ce capitalisme gagne de plus en plus d'espace et s'accapare des ressources au détriment des droits des populations locales. Les tensions et conflits autour des ressources rares et mises sans pression engendrent spoliation, conflits, exode et émigration forcée. Les drames en mer de réfugiés politiques et économiques en sont la triste manifestation. Par conséquent, plus que jamais, la recherche scientifique en sciences sociales est appelée à sortir des chemins battus et à innover par la production de nouvelles idées pour appuyer les preneurs de décision dans la perspective d'une bonne gouvernance et d'une exploitation plus équitable de ces ressources. La question de développement durable émaille bien les discours, mais l'action doit suivre. Pour l'humanité, la restauration des équilibres écologiques et l'instauration d'une meilleure justice socio-spatiale autour de l'accès aux ressources
n'est plus un luxe, c'est devenu une nécessité. Votre colloque invite à une réflexion approfondie et attentive sur ces questions et je suis convaincue que les différentes interventions donneront lieu à de riches débats. Je tiens à remercier profondément et particulièrement le comité d'organisation et je remercie aussi par avance toutes les intervenantes et les intervenants de cette journée qui promet d'être vraiment passionnante. Je vous souhaite une bonne journée et un bon colloque. Merci. Merci, Madame la doyenne. Donc, je donne la parole à Madame la directrice du centre Jacques Verck. Chère Madame la doyenne, chers messieurs les représentants de l'IRD et de l'INO, chers collègues, mesdames et messieurs étudiantes et étudiants, avant tout bonjour et merci de votre présence dans cette somptueuse salle de la faculté. Madame la doyenne, merci beaucoup de nous accueillir ici, dans la faculté, au plus près des étudiants, que voilà, nous espérons voir nombreux au fil de ces 2 journées pour les rencontrer et pour appuyer un souci de formation qui est le nôtre à tous. Je serai rapide, j'adresserai d'abord mes remerciements à mes collègues, Mohamed Adéral, Tariq Daou, Mohamed Benidir, pour nous avoir proposé au CJB de réfléchir ensemble à cette thématique centrale, vous l'avez dit, pour l'humanité aujourd'hui, centrale aussi pour les recherches en sciences humaines et sociales, qu'on espère développer en lien avec ces thèmes au CJB encore davantage dans les mois et les années à venir et démarrer par un colloque d'envergure comme celui-ci et voilà, un vœu d'espérance qui nous rend très heureux et engagés dans la voie de cette élaboration. Donc merci beaucoup de nous y avoir associés et de nous avoir donné l'opportunité d'y réfléchir. Je ne reviendrai pas sur les thématiques et sur l'ensemble des questions qui ont été posées dans l'argumentaire que vous avez tous lu. Je suis très heureuse d'être là et je suis très heureuse d'être à l'écoute de vos interventions. Nous vous remercions au nom du comité d'organisation d'avoir accepté de venir, d'avoir accepté de réfléchir à partir de vos terrains respectifs de recherche aux différentes questions soulevées. Et encore une fois, merci à vous et je suis voilà, très heureuse de bientôt m'instruire à vos côtés. Merci. Merci, Madame la directrice. Donc, je donne la parole à Monsieur le représentant de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme, professeur Njmi. Madame la doyenne, Mesdames, Messieurs les directeurs, permettez-moi d'exprimer mes remerciements, mes sincères remerciements aux organisateurs, mais aussi à la présence, les professeurs, les chercheurs, académiciens, les étudiants. Je vais donner un temps introductif à ce colloque, un temps qui commence par des questions cruciales qui se posent au territoire, mais aussi aux acteurs territoriaux quant à la question du développement durable. Donc je dis, toute politique de développement durable renvoie à des actions territorialisées particulières, ce qui oblige souvent à rendre compte des systèmes d'action et des systèmes territoriaux afin de pouvoir saisir les conditions de ces interactions. Mais avant d'évoquer la question de développement durable, il est nécessaire de rendre compte des exigences
sous-jacentes à la question d'aménagement et de développement des territoires, ce qui exige au préalable un décryptage des enjeux et une lecture des pouvoirs à l'œuvre, et notamment les pouvoirs politiques qui s'expriment dans l'action publique territoriale. Donc le contexte dans lequel se développent nos sociétés, notamment nos pays du Maghreb, au nom du développement durable, se traduit pour les territoires par une interrogation concrète qui conditionne le devenir et le développement de la société et des territoires. Donc en quoi les préoccupations du développement durable modifient-elles les conditions de l'efficacité économique et les compétitivités des territoires? Et quels sont les enjeux clés de l'équité spatiale, de l'intégration sociale dans un contexte de développement? Face à ces questions, ce colloque apporterait un regard critique et constructif, portant la réflexion sur un ensemble de constats majeurs dans la variété des points de vue, des intérêts, voire des conflits entre acteurs, ce qui montre qu'il n'existe pas de réponse simple quant aux attentes et aux exigences concernant le développement durable. Et il faut dire aussi aujourd'hui que le concept de développement durable cache dans sa réalité des divergences d'intérêts profondes. Les enjeux de chaque espace et territoire au titre du développement durable sont spécifiques, car les actions menées dans chaque territoire se recoupent souvent avec des stratégies sectorielles et des exigences politiques. Donc chercher à identifier ce que doivent être les orientations et les arbitrages de développement durable révèle des questions aux problématiques territoriales de développement. Ces dernières se recoupent avec des arbitrages des différents acteurs politiques, acteurs privés, de société civile et de population. D'où l'intérêt d'une telle réflexion que portera ce colloque. Donc je finis mon introduction sur le remerciement du comité d'organisation et à la présence, et j'en suis certain que ce colloque apporterait des regards différents, mais aussi des réponses aux questions territoriales. Et merci. Merci, monsieur le représentant de l'Institut national d'aménagement et d'urbanisme. Donc, tout d'abord, avant de donner la parole à ces Tariq, je présente les excuses de monsieur Léo Buskens du NIMAR, qui n'a pas pu être parmi nous ce matin pour des raisons assez particulières qui tiennent à son institut. Donc, je donne la parole à ces Tariq au nom de l'IRD. Bonjour Madame la doyenne, bonjour Monsieur le représentant de l'INO, bonjour chère directrice du CJB et rebonjour à toi Mohamed, cher collègue et directeur du Litopad, et bonjour à vous tous. Alors déjà je tiens à remercier particulièrement Madame la doyenne pour son accueil dans cette effectivement magnifique salle, très solennelle, très belle, mais aussi qui sera à mon avis un lieu potentiellement très convivial pour échanger, puisque à taille humaine. Et ça n'est que le reflet aussi, il me semble, en fait, d'une collaboration très ancienne entre l'IRD et la faculté des lettres et des sciences humaines et l'université Mohamed V. Donc je me réjouis qu'on puisse aussi trouver en cette occasion une manière aussi de consacrer cette relation aussi, en espérant qu'elle se poursuive de la plus belle des manières, en tout cas à travers nos activités scientifiques respectives,
qui s'ouvre en plus à d'autres partenaires, donc à travers ce réseau en fait, scientifique dense et qui me paraît porteur de réflexions stimulantes. Donc je voudrais encore une fois vous remercier pour cet accueil. Cette question environnementale est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup à l'IRD, dans nos relations notamment avec l'université Mohamed V et la faculté. On a quand même des collaborations anciennes sur ces questions. C'est le moment aussi de pouvoir inventorier un certain nombre d'actions qui ont été faites, de réfléchir de manière réflexive et parfois critique d'ailleurs aussi, d'où le titre de ce colloque, sur ces questions environnementales qui nous préoccupent tous aujourd'hui. Donc c'est l'occasion effectivement de poursuivre ces collaborations qu'on a sur ces questions avec l'université, hein, pas uniquement par les sciences humaines d'ailleurs. L'IRD est très active aussi au sein de l'université par les sciences environnementales, les sciences de la nature, les sciences de la vie sur ces enjeux, avec une action longue et pérenne d'ailleurs, à travers l'établissement de laboratoires qui sont dans le temps ancien aussi, qui se perpétuent. Donc je voudrais rappeler ces préoccupations pour les dimensions environnementales à travers un ensemble de collaborations aujourd'hui dont je me réjouis qu'on soit à travers ce colloque aussi les représentants. Donc je suis très content pour ça. Je voudrais juste rappeler aussi que ces questions sont une énorme préoccupation pour l'IRD, notamment les questions de durabilité, puisque l'IRD en a fait un axe majeur de sa politique scientifique à travers la question de la durabilité, avec des instances dédiées nouvelles, des procédures et des profils de recrutement particuliers aussi. Donc c'est vraiment quelque chose de très important désormais pour l'IRD, cette notion de durabilité. Et il me semble qu'on peut la nourrir avec un certain nombre d'éléments à travers ce colloque, et plus particulièrement des choses qui viennent d'être rappelées par mes collègues sur des questions de durabilité sociale et à articuler avec ces questions de durabilité environnementale, parce qu'elles n'ont rien d'évident en fait quand on parle des contextes précis et des enjeux de politique environnementale. Donc c'est une occasion de nourrir aussi toute cette réflexion qui prend de plus en plus d'ampleur à l'IRD et qui ne cessera d'en prendre davantage. Donc je me réjouis que cette manifestation puisse avoir lieu avec nos collègues du Maroc dans une approche et nos collègues du Maghreb dans une approche comparatiste également. Donc je suis là pour rappeler un petit peu ces choses-là et je m'en réjouis. Encore merci pour votre accueil. Et merci à tous pour votre participation vive à venir. Donc merci, c'est Tariq, merci à Madame la doyenne et à tous les intervenants qui nous ont honorés dans l'ouverture de ce colloque qui annonce la première séance qui va commencer, qui a pour intitulé Modèle agricole néolibéral et transformation foncière. Mais avant de passer justement à l'appel aux participants qui vont communiquer dans le cadre de cette séance, je donne la parole à Mohamed Benidir de l'INO de dire un mot autour justement de la problématique du colloque. Merci, Monsieur Adral. Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je tiens à remercier Madame la doyenne, au nom de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, qui nous a accueillis dans cette institution. Je tiens aussi à remercier les institutions partenaires, à savoir le Centre Jacques Berck, l'IRD, le NEMAR, pour avoir appuyé cet événement et ce colloque. Comme vous le savez, le traitement de la thématique du développement durable, c'est pas nouveau. Mais à travers ce colloque, nous souhaitons ajouter un regard différent sur ces thématiques dans le cadre d'interdisciplinarité, à savoir la géographie politique, la sociologie des sciences, l'anthropologie des savoirs et des politiques, le transfert studies, etc. Donc l'objectif ultime du colloque, c'est de documenter, de cartographier, de radiographier, si j'ose dire, les différentes politiques relatives au développement durable qui affectent des écosystèmes et vulnéralisent les sociétés locales en perte de maîtrise des ressources.
ressources dans leur territoire. Et comme vous le savez, c'est un regard différent de point de vue de political écologie, mais comme vous le savez, cette discipline a des interactions avec des autres disciplines, à savoir la géographie politique, l'anthropologie politique et la science politique, etc. Et donc c'est à travers les différentes communications qui ont été acceptées par le comité scientifique et le comité d'organisation, donc il porte sur, il a pour objectif, toutes ces communications essayent de décrypter les inégalités écologiques à partir de plusieurs aspects, les inégalités d'exposition aux risques environnementaux, mais également les inégalités générées par le marché, enfin celles en lien avec les politiques publiques, les modes de gouvernement, les relations entre la légalité et la légitimité, entre l'illégal et le légal, entre l'informalité et la formalisation, ces hybridations qui existent dans les différentes logiques d'accès aux ressources naturelles. La question aussi des conflits sur les droits d'accès, sur le contrôle de ces ressources naturelles dans le domaine foncier, dans le domaine minier, dans le domaine maritime, dans le domaine agricole, etc. Et aussi essayer de voir un regard sur les impacts concrets sur les idéologies et les idéologies de la modernisation, de la marchandisation dans ces différents secteurs de politique de développement durable. Oui, les politiques de développement durable, mais il y a un sous-titre ici qui est provocateur, c'est un gouvernement néolibéral des ressources naturelles. Si aussi par bien des aspects, les différentes communications essayent aussi de théoriser, de questionner les théories de libéralisme, de néolibéralisme dans ce secteur. Et là, pour ne pas être très lent, il y a une exploitation un investissement des théories interactionnistes de par le regard empirique, mais essayons d'utiliser cette posture empirique pour interroger les orientations idéologiques de la théorie déconstructionniste foucaldienne, si j'ose dire, en la matière. Et aussi les questions de saisir les accaparements des ressources qui se cachent derrière les narratifs, les slogans de développement durable, l'écotourisme, responsabilité sociale de l'entreprise, et ainsi de suite. Et il y a aussi la question de partage des bénéfices de la conservation de la nature, à la fois dans la forêt, dans les mines, dans le système agricole, etc. Et sans être long, encore une fois, je vous souhaite un excellent débat au cours de ce colloque. Et je tiens à remercier les institutions partenaires, le représentant de l'INO, Madame la doyenne, le représentant de l'ERD, et Madame Anouk Cohen pour le Centre Jacques Vert, et aussi Lyon Beskens qui n'a pas pu être avec nous, et bon courage. Merci. Merci, c'est Mohamed Bnidir pour cette présentation des contenus du colloque, mais je dois rajouter quelque chose c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec le comportement du chercheur qui a, c'est-à-dire un aspect dans sa mission de travail de terrain et aussi de mobiliser le discours qui est produit autour de cet objet sur lequel il travaille. J'avoue que finalement on se trouve à constater des ambivalences justement de ce discours qui met en avant justement tous les principes du développement humain, de la justice spatiale, de l'équité d'accès aux ressources, etc. Et qui, à l'opposé, se trouve aussi confronté sur le terrain à des situations
que je dirais surréaliste. À savoir que finalement dans des régions que notre connaissance accumulée à travers les temps que nous avons passés sur les bancs de l'école nous ont appris que ce sont des régions où la ressource est rare, illimitée, où il est difficile à mobiliser. Bien entendu, les régions de montagne soumises aux aspérités du relief, les régions subdésertiques soumises aux contraintes de l'aridité et donc de la rareté des ressources. Et au même moment, on trouve que ce sont là des régions de plus en plus ouvertes comme une sorte de front pionnier de nouvelles frontières, justement au déploiement d'un capitalisme de genre nouveau. On sait bien que le Maroc s'est introduit dans l'ère capitaliste bien avant l'arrivée de la colonisation, et la colonisation en a fait justement le système qui finalement, je dirais, encadre, gère et oriente le développement de notre pays. Et bien sûr, toutes les politiques venues ensuite, après l'indépendance, versent toutes dans le libéralisme économique, bien sûr, avec des actions qui vont dans le sens, justement, de politique sociale, notamment envers les régions rurales. Mais ce que n'a pas pu faire la colonisation, justement par la mobilisation des ressources de montagne et des ressources des régions périphériques, justement par un capitalisme qui avait, c'est-à-dire sa taille, qui avait ses mécanismes, etc., mais aussi qui prenait en compte une sorte d'équilibrage politique entre l'État et les régions périphériques. Une démarche qui a été suivie ensuite par 40 années de politique, je parlerai de politique agricole au Maroc, pour qu'on arrive à la fin des années 2000 avec le plan Maroc vert et ces deux piliers, pilier 1 et pilier 2, notamment le pilier 2, justement pour imaginer les dispositifs et les mécanismes pour une ouverture, je dirais, plus soft de ces régions pour une intégration dans la sphère du capitalisme. Donc, on parlerait ici justement de ce que n'ont pas pu faire ce que n'a pas pu faire l'État colonial ou l'État indépendant ensuite, dans un laps de temps très court, entre 2008 et 2022, on a vu le retournement justement des espaces par ces nouvelles exploitations des ressources et qui démontrent bien qu'on est dans une situation d'un capitalisme néolibéral qui ne se soucie pas finalement de ces équilibres socio-politiques qui ont fondé les politiques de l'État marocain à la suite justement de c'est-à-dire de la séquence coloniale. D'où justement cet intérêt pour ces questions et que nous cherchons justement, autour desquelles on cherche justement à développer une réflexion pour aller dans le sens aussi d'un renouvellement des approches de ces questions par les sciences sociales. Et merci. Donc, notre séance d'ouverture s'arrête ici. Dans le programme, on enchaîne directement avec la première séance des communications. La pause café viendrait par la suite et on aimerait bien que Madame la doyenne nous rejoigne à la pause café pour qu'il y ait des échanges à côté si vous avez le temps et merci. Je le ferai avec grand plaisir, mais le devoir m'appelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, encore une fois, ravi de vous avoir accueilli
et j'espère vous avoir toujours aussi nombreux dans cet établissement et je vous souhaite un bon colloque fort intéressant et riche. Merci beaucoup, Madame Dorine. Juste une petite mention, comme dans tous les bons cinémas, je vous invite à mettre en sourdine vos portables, s'il vous plaît, pour avoir des débats sereins. Merci.
Donc, bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous. D'abord, je tiens à remercier la comité d'organisation et la comité scientifique pour l'organisation de ce colloque. Ce colloque d'actualité et qui tourne autour du développement, la politique de développement durable au Maghreb et le gouvernement néolibéral des ressources naturelles. Donc, un sujet d'actualité qui vient dans un contexte marqué par un ensemble de changements climatiques, une pénurie d'eau sévère, une pression forte sur les ressources naturelles. Donc, mon intervention porte sur les incidences des politiques publiques agricoles et foncières sur les modes d'exploitation des ressources au sein des extensions des palmeraies au sud-est du Maroc. D'ailleurs, les enjeux autour des fonciers et de la production, d'ailleurs, les enjeux autour des fonciers et de la production agricole demeurent au centre des politiques néolibérales qui concernent le secteur agricole au Maroc. Et leurs incidences sur les sociétés, l'économie et l'environnement constituent une problématique planétaire. Dans ce sens-là, au fil des 2 décennies, les politiques publiques agricoles et foncières ont connu une dynamique remarquable au Maroc. Donc, depuis 2008, le Maroc a lancé un ensemble de stratégies, de programmes, notamment le plan Maroc vert en 2008, et puis la génération verte en 2020, la génération 2020-2030 qui a adopté le Maroc. L'agriculture, d'après ces deux plans, elle se replace comme un secteur à fort investissement public, et les politiques publiques se veulent l'agriculture efficace, productiviste, répondre au changement climatique par la préservation les grands objectifs des politiques publiques, en mobilisant ainsi un discours techniciste d'une gouvernance par les projets à financer. Et pour compléter ces politiques publiques, le Maroc a lancé depuis 2019 et a promulgué 3 nouvelles lois favorisant la maîtrisation des terres collectives et confirme davantage leur disponibilité à l'investissement. Donc et pourtant, ces politiques publiques qui est adoptées par l'État, pour l'eau, on assiste à une surexploitation des ressources et une économie d'eau difficilement défendable au niveau des territoires, voire au niveau d'exploitation agricole. Pour le foncier, la politique néolibérale est une nouvelle opportunité de mobilisation, des nouvelles terres agricoles notamment, les extensions oisiennes qui sont inscrites dans un agenda et incitées par les subventions, par les subventions. Donc, dans cette communication et sans prétention d'évaluation, notre objectif était d'analyser le croisement de ces politiques publiques avec les configurations locales des acteurs, voire l'apparition de nouveaux acteurs. Et pour cela, nous avons mené des enquêtes auprès de 50 agriculteurs et des observations conduites entre 2019 et 2023 dans le sud-est du Maroc, au sein des extensions Relil et Tengelfa au bord de la vallée de Toudra, la province de Tinrir, et aussi à l'extension Feija située dans la région de Zagora, au flanc de la vallée d'Ar-Atafilelt. Il s'agit d'anciens parcours exploités pour des activités pastorales. Au cours de ces dernières décennies, ces terres ont connu de nouvelles vocations, notamment agricoles. Ces terres-là sont puisées dans des terres tribales, donc ce sont des terres de statut collectif exploitées par des ayants droit.
et à travers ces enquêtes et l'observation conduite, on a pu de faire une sorte de typologie. Donc, des typologies des exploitations agricoles au sein des extensions. Le premier typologie, c'est des petites exploitations agricoles réservées au logement avec des espaces destinés aux cultures maraîchères en étanche pour la consommation domestique. Donc, vous voyez une petite exploitation agricole qui comporte un logement et des espaces destinés aux cultures maraîchères. Pour la deuxième typologie, les moyens d'exploitation, avec une agriculture intensive dédiée au marché, est considérée comme sa caractéristique dominante. Ils reproduisent le modèle à 3 étages utilisé dans les oasis traditionnelles. Pour la troisième typologie, c'est des grandes exploitations agricoles. Ces exploitations, ou bien les propriétaires adoptent principalement la monoculture, ils ciblent principalement le marché local et national, mais d'autres sont en monoculture et se projettent vers l'export. Donc les constitutions, bien les caractéristiques, chaque typologie elle a des caractéristiques. Dans les principales, la superficie, la typologie ou bien la typologie de la culture et le nombre de puits et le nombre des équipements qui contiennent ces exploitations. Donc voilà une sorte un bassin dont sont des équipements, un tracteur, un bassin, poste d'énergie solaire mobile. Donc ces exploitations, surtout les grandes exploitations, elles utilisent des équipements modernes. Pour voir ou pour montrer l'inégalité ou bien l'exploitation, la surexploitation des ressources, on a le tableau suivant qui démontre les caractéristiques de chaque typologie. Pour les petites exploitations, comme vous voyez, 10 exploitations, 11 puits. Donc 11 puits pour 10 exploitations. Pour les moyens, 40 puits pour 25 exploitations. Les grandes exploitations, 30 puits forêts pour 14. Les équipements aussi, les profondeurs des puits, il atteint 4,25 pour les moyens et les grandes exploitations. Et les grandes exploitations. Pour les équipements, seules 4 petites exploitations qui contiennent des équipements modernes, soit des équipements pour l'extraction, pour la distribution d'eau. Pour les autres, les moyens, les grandes exploitations, on compte ici les bassins, 66 bassins pour 39 exploitations agricoles et 37 postes d'énergie solaire pour extraire l'eau. Donc, ce tableau-là montre comment la diversité des propriétaires, soit la diversité socio-professionnelle, la statut socio-professionnel et les moyens qui possèdent les propriétaires jouent un rôle dans l'exploitation des ressources et par conséquent la surexploitation des ressources. On peut, si l'on ajoute ces données-là, si l'on ajoute au nombre à l'extension du FEIJA, ces données-là concernent l'extension du FEIJA, le boom agricole et l'adoption de manière large de la monoculture, notamment la pastèque, il suffit de mentionner que le FEIJA, le nombre de puits est passé de 344 puits en 2014 à 850 en 2019 selon la BIH. Donc bien que des permis officiels soient nécessaires pour forer un puits et extraire de l'eau, de nombreux puits sont utilisés sans autorisation. Il n'est donc pas clair si ces chiffres
couvre uniquement les puits autorisés ou s'il inclut également ceux qui ont été creusés sans autorisation. Donc l'utilisation accrue des eaux souterraines a fait chuter le niveau d'eau d'environ 15 à 40 mètres selon les zones, selon toujours ABH, et le déficit annuel également estimé de 5 millions de mètres cubes entre 1980 et 2020. La superficie totale irriguée à l'extension du FEIJA est passée, suite les politiques publiques libérales, est passée de 1358 hectares en 2014 à 3055 hectares en 2019, la principale culture étant la plastique de 41%. Donc, l'exploitation ou bien la surexploitation des ressources naturelles, en l'occurrence l'eau, trouve également son origine dans les politiques publiques elles-mêmes. Le fait que la phase du plan Maroc-Vert a duré 10 ans ou plus, ça offre l'opportunité à un grand nombre de bénéficiaires en finançant et en soutenant des parcelles moins de 5 hectares à des taux approchés 80% ou plus. Si on ajoute aux différentes réformes intervenues dans la terre collective, tout ça contribue à une forme de surexploitation des eaux souterraines. Et donc la consommation d'eau est devenue très, très élevée. Aussi bien la diversification des cultures et la pratique de l'activité agricole tout au long de l'année, au point que toutes les superficies des exploitations sont devenues exploitables, et donc la consommation d'eau ne se limite plus aux seules périodes de pointe, mais plutôt tout au long de l'année, entraînant une forte pression sur la nappe et une consommation excessive d'eau, sachant que la région du sud-est ne connaît pas de précipitations régulières. Il s'agit donc soit des orages pluvieux, soit des inondations provenant des montagnes. Finalement, et sur la base des données précédentes, nous pouvons conclure ce qui suit. La multiplicité des profils des propriétaires et la diversité en termes d'exploitation agricole nous renseignent sur la répartition de leurs propres moyens de production, soit financières, relationnelles ou cognitives. Aussi bien, il a conduit à une reproduction des inégalités d'accès aux ressources, ce qui provoque par un nouveau genre de différenciation où la position des moyens de production devient un outil de reproduction des inégalités d'accès aux ressources naturelles, en l'occurrence l'eau souterraine. Aussi bien, la compétition, ces politiques publiques, a conduit à une sorte de compétition intense entre les propriétaires, ce qui est traduit par une surexploitation des eaux souterraines, une baisse significative de l'aquifère local, et on est entré avec ces politiques publiques et ces résultats-là, comme on est entré dans un processus de marchandisation des eaux souterraines. Et par conséquent, tous ces résultats-là a amené surtout les locaux, les propriétaires locaux, les jeunes, etc., à une sorte de préoccupation à l'avenir de la région, et l'avenir de l'eau commence comme source vitale, commencer à surgir à ces locaux-là. Donc je pense que c'est le final, et merci. Siri Hani pour votre présentation qui a abordé justement la question des nouveaux investissements agricoles dans c'est-à-dire dans la région de Tienrer, et qui est l'exemple de ce qui est en train de se faire dans les espaces du versant sud du Haut-Atlas, c'est-à-dire dans une zone de transition entre le massif du Mgoun, de l'Atlas central, et puis le massif de Sarro. Donc une région traditionnellement de nomadisme des populations Aïtata, qui a commencé à se convertir, surtout les anciens
parcours en espace agricole. L'île, ça va faire maintenant, dans les années 2000, je pense, ou bien avant, que Seyd Hamza avait relevé justement cette situation d'investissement par la mise en place des motopompes et l'irrigation du melon dans la zone de Rellil, des projets qui ont complètement échoué par la suite, qui est retombé en friche, et voilà que l'ogre ressuscite de ses cendres, et puis donc on a maintenant des grands domaines. Et donc ce que je retiens de cette communication, c'est justement cette diversification des investisseurs dont vous avez présenté la typologie. Et je me demande, et c'est là ma première question, justement d'où viennent ces investisseurs? Quel est leur profil, je dirais? Des urbains, des exploitants qui étaient dans d'autres régions, qui ont épuisé leurs ressources et qui ont trouvé là, c'est-à-dire un espace de repli. Et donc c'est aussi une deuxième question, cette compétition autour de la ressource en eau, comment elle est négociée d'un côté entre les agriculteurs, et quels sont les dispositifs mis en place par l'État dans sa politique pour justement créer des amortisseurs aux tensions sociales que justement ces types d'investissements peuvent produire dans ces régions. Je pense notamment à cette ingénierie sociale qui est déployée autour de ces grands domaines. J'ai vu ça par exemple dans la région de Boudnib et Bouana, etc., où des mêmes terres collectives, on a créé des coopératives, soi-disant pour permettre aux jeunes d'aller dans le sens d'un investissement dans ce type d'agriculture du palmier dattier. Donc ce sont là mes premières questions, et je donne la parole à la salle s'il y a des questions. Donc il y a si t'arrêtes pour faire balader le micro. Non, je pense que concrètement, comment se manifeste ce phénomène de marchandisation de l'eau? Merci.
Donc, merci pour les questions. Donc, pour la première question, d'où viennent ces investisseurs? Les extensions des palmeraies sont une opportunité pour un ensemble d'investisseurs étrangers, vu que les politiques publiques agricoles et les politiques publiques foncières, avec l'orientation vers la privatisation des terres, à ouvrir pour les investisseurs d'entrée. Pour les investisseurs, sont des investisseurs de sociaux, comme j'ai dit, de socioprofessionnels, de statut socioprofessionnel diversifié. Il y a des investisseurs étrangers viennent hors de la région du sud-est, même pas hors de la tribu. Il y a des investisseurs locaux, sont des entrepreneurs, des jeunes locaux qui, par l'immigration ou bien par le travail chez les autrui, ont pu constituer un capital financier et réinvestir ce capital financier dans leur région. Donc les investisseurs sont un mélange des locaux, des investisseurs étrangers, et ça m'a conduit à la deuxième question. La diversité des investisseurs et des propriétaires conduit finalement à une sorte de compétition, à des tensions, entre les étrangers et les locaux. Et on a exemple à Al-Feija, une action collective qui s'est émergée au cours des dernières années, 2-3 années dernières, notamment en coïncidence avec le coronavirus, et avec la baisse significative de la nappe phréatique et la pénurie d'eau et les années de sécheresse, les jeunes agricoles locaux ont commencé à réfléchir comment préserver cette ressource vitale qui est l'eau. Donc il a commencé à réfléchir à limiter et à rationaliser les superficies exploitées notamment par la pastèque. La pastèque qui consomme beaucoup d'eau, et finalement la pastèque qui consomme beaucoup d'eau et il contribue les jeunes, parmi les raisons qui poussent les jeunes parmi les raisons qui déclenchent cette action collective, c'est ils pensent comme ils ont vendu leur lot. Les investisseurs étrangers qui n'est pas installés dans la région, ils ont un seul souci qui est le gain. Donc il a commencé à réfléchir à cette action pour limiter et par conséquent pour expulser les étrangers. Donc la question d'immigration, je pense que les années de sécheresse a contribué. Déjà l'immigration vers et en provenant des oasis de la région sud, c'est un cercle. Toujours l'immigration vers et en provenance toujours été au territoire voisin. Donc j'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Peut-être pour une dernière question, parce qu'on a une minute ou deux, oui. Sur la question des évolutions des statuts. Oui. Il a demandé la parole. Le micro ne marche pas, donc allez-y. Oui.
Oui. Merci pour la question. Pour la première question qui concerne l'acquisition, les extensions des oasis, des palmeraies, chaque extension a son propre trajectoire. Donc l'acquisition ou l'accès à la terre se différencie d'une extension à une autre. Par exemple, à Arlil, depuis les années 90, les ayants droit de la tribu Issa Ibrahim et les ayants droit de Hart al-Mourabitin à Toudra Soufla, ils ont fait un consensus entre eux, vu que les deux tribus possèdent ces terres-là, et elles partagent ces terres-là. Et après, petit à petit, il fait il passe ses propriétaires après l'acquisition, bien la possession des attestations d'exploitation à d'autres investisseurs qui peuvent être étrangers à la région. Pour l'extension Tiangelfa, premièrement, cette extension est loin de la tribu, 12 ou 15 km. Il possède une aquifère riche, mais les locaux ont fait la répartition de ces terres sur l'individu, sur Nefs, donc entre les ayants droit, et après ils vendent ces terres. Une sorte de la cession. Ils ont fait une cession à des étrangers, et on vit dans l'extension Tiangelfa, tous les propriétaires sont des étrangers. Vu que les locaux, ils ont la possibilité d'investir et de faire des exploitations à côté de ces villages, ils ont vendu toutes les terres, et pour cela, énormément des investisseurs de statut socio-professionnel diversifié, comme j'ai dit, a fait l'accès à ces terres-là. L'accès à terre, il est agi par plusieurs déterminants. La distance, si l'extension est loin auprès du village, l'abondance de l'aquifère, aussi bien la richesse de l'aquifère, c'est tout. Et merci. Donc, avec une communication autour de l'évolution des statuts, usages et représentations des terres collectives des Aïtodra, témoins d'une dynamique de néolibéralisation du développement durable au Maroc.
À vous la parole, Madame Smith. Donc, vous avez votre... Oui. Bien, on installe... On peut mettre sur le mien. D'accord, et ici, ça peut aller. Pour que vous représentiez la vallée. Donc les communs dont je vais parler, c'est les terres collectives que j'ai inscrits en noir. Après, il y a les espaces d'habitation des douars et au centre, l'oasis. Donc tout ça, ça m'amène à poser la problématique suivante. De quelle manière les évolutions des usages et représentations des communs fonciers des Haïtos d'Or sont le témoin d'une dynamique de néolibéralisation de l'agriculture durable au Maroc? Donc ce travail il prend appui sur 4 mois de terrain ethnographique, durant lesquels j'ai pu réaliser 90 entretiens semi-directifs, mobiliser beaucoup d'observations et de lectures de paysages. J'ai travaillé à l'échelle de la vallée de Todra, en essayant de caractériser ces transformations en partant avant le protectorat français et jusqu'aux projections futures des enquêtés. J'ai analysé les données de façon thématique, de façon à comprendre 2 choses. Tout d'abord, la gestion coutumière de ces communs avant l'intervention du colonisateur, et ensuite identifier les temps de transformation qu'ont connus ces communs en accent sur les usages et représentations. J'ai accordé une place centrale à l'analyse des discours, des jeux de pouvoir, des conflits et des contradictions dans cette analyse. Donc je vais commencer à présenter mes résultats par la gestion coutumière des communs. Il s'agit ici rapidement de dresser les grands principes de cette gestion sans considérer celle-ci comme immuable. Et je suis partie de certains des principes proposés par Ostrom 2010. Donc tout d'abord, une auto-organisation. Avant l'arrivée du protectorat, dans la vallée de Todra, les tribus étaient les plus hautes instances de pouvoir, puisque cette zone du sud-est du Maroc n'était pas soumise à l'État centralisé.
Les tribus pouvaient gérer de façon autonome leurs communs. Les limites qui existaient entre les communs de ces tribus, ça a été une question qui a été difficile pour moi, sur laquelle il était difficile de statuer, comme l'illustrent les verbatims que j'ai pu afficher ici, puisque j'avais des discours très contradictoires dans mes entretiens. J'ai soulevé plusieurs hypothèses, mais dont l'une d'entre elles, ce serait que ces limites aient été mouvantes au gré des rapports de force, mais également que ces limites anciennes soient aujourd'hui instrumentalisées dans les discours pour défendre des intérêts actuels, puisque les tribus de la vallée Todra sont en ce moment en train de définir officiellement les limites de leur territoire. Donc ces communs fonciers, ils étaient utilisés pour le pâturage et la collecte de ressources. Donc il y avait bien un usage collectif, puisque par exemple pour le pâturage, un berger partait de chaque douar le matin pour amener le troupeau du douar dans ces communs fonciers. Mais il n'y avait pas d'agoudal au sens de pas de mise en défense saisonnière de certaines zones pour la régénération de la ressource, et pas non plus de gardien des pâturages dans les communs des tribus de la vallée de Todra. Donc ça témoigne que ces espaces de communs fonciers, ils étaient d'une importance secondaire pour ces sédentaires qui étaient les Aïtodort, comme l'illustre le verbatim que j'ai pu afficher ici. Dans ces espaces, une appropriation individuelle n'était pas envisagée. Comme l'illustre ce verbatim, nous n'avions pas investi les terres collectives, car à l'époque c'était le désert, on n'en avait rien à faire, on n'avait pas ces idées-là. Il y avait quand même des traces d'appropriation par les familles pour deux usages. D'abord les ineran, qui sont des espaces de battage du blé, que vous pouvez voir sur le transect, et des espaces de bourg, donc c'est des espaces d'agriculture pluviale. Donc j'ai mis une photo ici des ineran d'un ancien irerm un peu détruit. Donc pour avoir accès à ces espaces de premières appropriations individuelles, il fallait demander à la Jama'a, mais elle concédait facilement des espaces, et c'était surtout la capacité de travail de la famille et sa nécessité qui guidait ces appropriations. Voilà, j'ai pas trop le temps de lire tous les exemples. Maintenant, je vais passer à comment ces communs ont emprunté le chemin d'une appropriation individuelle de plus en plus importante. Donc j'ai ici présenté une frise qui retrace les principales mutations connues depuis le milieu du XXe siècle par la vallée de Todra, et identifié 3 phases d'appropriation avec des dynamiques différentes. Donc une première phase à partir du protectorat que j'ai laissé durer jusqu'aux années 1970-1980, où il y a une tutelle lointaine de l'État colonial, puis plus rapprochée de l'État indépendant sur la gestion de ces communs, avec des premières transformations des usages. À partir des années 1970-1980, des appropriations qui deviennent plus importantes, mais qui sont impulsées principalement par les ayants droit des tribus. Et ensuite, à partir des années 2000, des appropriations qui deviennent plus encadrées et encouragées par l'État. Donc, je vais revenir rapidement sur chacune des périodes, en espérant garder le délai. Donc, à partir de l'arrivée du protectorat français, pour la première fois, il y a un pouvoir centralisé qui s'installe dans la vallée. Et le protectorat va surtout travailler à mettre fin aux conflits intertribaux qui étaient surtout autour du pâturage, et à faire signe des pactes écrits de pâturage aux tribus. Donc, c'est les premiers documents qui sont produits de façon officielle sur ces communs fonciers. À partir de l'indépendance, il y a un renforcement de la présence étatique et les premières migrations et le tourisme qui se développent dans l'oasis. Donc, des nouveaux usages qui se développent dans ces communs. La paix, donc les crues, les migrations et la route, c'est les 4 facteurs que j'ai identifiés qui ont impulsé les premières sorties des habitants de ces irerman, c'est les villages fortifiés dans lesquels l'habitat est très resserré. La paix, puisqu'on n'a plus besoin de vivre derrière les murailles comme les conflits sont apaisés, disons. Les crues, il y a eu d'importants épisodes de crues qui sont venus détruire de nombreux irerman entre les années 50 et 60 dans la vallée de Todra. La migration qui vient introduire de nouveaux capitaux pour construire, et les routes desquelles on a envie de se rapprocher. Donc, les communs fonciers deviennent soudainement des espaces pour la construction. Pour accéder au foncier, on peut soit construire sur des espaces déjà appropriés, sur les champs, directement dans la vallée, sur les anrars ou dans les espaces de bourg. On peut également construire devant un espace approprié, devant un anrar par exemple, ou délimiter un espace avec des pierres ou construire un mur et ensuite demander à la Jama'a l'autorisation de l'exploiter. Souvent, ça se passait en organisant un repas ou une fête pour ce comité. Ces répartitions, elles étaient injustes dans le sens où les personnes les plus proches de la Jama'a pouvaient plus facilement avoir accès au foncier. Elles étaient cependant plus strictes là où les terres étaient resserrées en haut de la vallée, où les terres collectives sont resserrées par les montagnes,
Et voilà, j'ai mis des verbatims. Atisgi, donc c'est le premier village après les gorges de Todra où les terres collectives sont très montagneuses. Là, depuis toujours, la terre c'est de l'or, c'est tout étroit. À partir des années 1970-1980, on a l'explosion du développement du centre urbain de Tinrir, du tourisme, des transformations en l'oasis et également des épisodes de sécheresse. Donc les usages anciens disparaissent et de nouveaux usages apparaissent dans ces communs fonciers. Tout d'abord, disparition presque totale de l'activité pastorale et de collecte des ressources entre les années 80 et 1990. Avec disparaissent les règles et les restrictions d'usage, par exemple pour les tribus voisines de nomades du Haut-Atlas qui pouvaient venir en échange de location avant ou de utiliser ces pâturages, ils peuvent désormais venir librement pâturer dans ces communs fonciers de Todra. Diminution de l'importance de l'agriculture de la vallée à cause des sécheresses et des nouveaux métiers qui peuvent se développer dans le centre urbain et avec la migration. Donc les INERAN sont moins utilisés et ils deviennent des espaces pour la construction. L'urbanisation se développe sur base des capitaux, surtout de l'immigration. Et il y a les premières extensions agricoles qui commencent à être utilisées, notamment dans la plaine de Rélil dès les années 1975. Avec les transformations, les représentations se transforment, la terre nue se met à prendre de la valeur, surtout autour de la bulle spéculative qui se crée autour du foncier périurbain de Tinrir. Comme l'illustre bien ce verbatim, on a commencé à vendre au mètre carré les terres collectives, alors elles ont commencé à prendre une grande valeur, plus grande que la valeur des terres de cultivateurs. Alors les gens de la vallée ont commencé à vouloir prendre les terres collectives. Depuis 1982-1984, les gens se disent qu'un jour aussi dans leur village, ils vont vendre les terres au mètre carré, car ils ont vu commencer à Tinrir. Pour se répartir la terre, les Jamaas commencent à mettre des réglementations, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait demander un espace aussi grand qu'on le souhaitait. À partir des années 80, par exemple, à Aït Mohamed, un des douars que j'ai pu étudier, ils ont commencé à dire que ce sera maintenant 100 mètres carrés quand une famille demande un terrain. À partir des années 2000, les usages continuent de se transformer. L'urbanisation se poursuit avec la création de lotissements, notamment à la sortie de la ville de Tinrir en direction de Ouarzazate, où on commence à vendre la terre par lot. Explosion du nombre d'extensions agricoles également, qui se place dès 2008 dans le cadre de subventions assumées de l'État avec le plan Maroc vert. Et au niveau des représentations, chaque mètre carré a désormais une grande valeur, et cette valeur se polarise non plus avec la proximité à la rivière ou au champ, mais avec la proximité à la route et au centre urbain. Donc là, j'ai mis une image des lotissements à la sortie de la ville de Tinrir en direction de Ouarzazate, des extensions agricoles d'Afanour. Donc pour accéder au foncier, les répartitions selon les besoins des familles sont arrêtées et on se met à répartir systématiquement entre individus. C'est-à-dire qu'on va définir qui sont les ayants droit de la tribu, choisir un terrain et le diviser en parts égales entre chacun. Donc ça pose des questions identitaires de définir qui sont les ayants droit. Là-dedans, les personnes influentes arrivent toujours à s'accaparer de plus grands espaces. Et il y a certains comportements opportunistes de personnes qui avaient quitté les douars depuis longtemps, qui reviennent profiter de ces terres. Comme l'illustre ce verbatim, ils sont arrivés, ils sont pris, ils ont vendu, ils sont repartis d'où ils venaient. Les terres collectives réparties, elles sont, aux yeux de l'État marocain, toujours des terres collectives, mais elles ont cependant beaucoup d'attributs du statut melk. En théorie, la vente est impossible, mais on peut renoncer à ses droits au profit de quelqu'un d'autre et accompagner ce renoncement des droits d'une transaction marchande. Et ainsi, par exemple, des personnes du haut de la vallée où les terres collectives sont montagneuses, on peut acquérir des terres à Tengarfa ou dans d'autres extensions pour investir dans les terres agricoles, les extensions agricoles. Toutes ces convoitises qui se manifestent sur ces communs fonciers et les processus de répartition, ils ont généré des conflits entre les tribus dont les territoires qu'elles voulaient revendiquer se sont chevauchés. Et ces conflits ont explosé à partir de 2011, le contexte des printemps arabes. Donc, une image d'une ferme à Aït Mohamed. C'est une extension agricole qui fait une vingtaine d'hectares, qui a été appropriée en 2014, alors que les répartitions des terres de ce douar sont bloquées depuis 2011. Donc c'est une personne influente qui a réussi à s'accaparer une grande terre, alors que les autres ne peuvent plus accéder au foncier depuis 2011. Ici, j'ai remis le transect présenté plus haut avec donc ces nouvelles constructions sur les ânes rares, sur les espaces de bourg et dans les espaces collectifs. Voilà. En discussion, j'ai plus de questions que d'éléments à discuter. Donc, cette situation conflictuelle qui s'est
engrenée à partir de 2011. Elle se place aujourd'hui dans un processus de délimitation proposé par l'État, surtout à partir de 2019 avec les 3 lois qui ont été publiées à cette date. Donc les processus de délimitation officielle, c'est proposer à chaque tribu d'inscrire au cadastre la propriété de sa tribu. Et donc ça a créé de nombreux chevauchements et conflits entre les tribus de Todra, qui a entraîné des blocages des répartitions et des usages pour de nombreuses tribus. Ces conflits sont bien sûr en train de se résoudre petit à petit, même si certains sont bloqués depuis 2011. Et voilà, c'était un extrait d'entretien. Voilà. Et après, une fois que les conflits seront résolus, les tribus vont vouloir répartir et aussi mettre à disposition de grands espaces pour des investisseurs. Donc, moi, j'ai des questions ici à poser. Comment intégrer les générations à venir dans ces répartitions actuelles? Si on répartit tout le foncier collectif, est-ce que les générations futures devront acheter une terre pour avoir accès au foncier pour la première fois? Est-ce que ces mises à disposition de grands espaces pour des investisseurs autochtones, mais aussi également allochtones, ne serait pas un processus d'accaparement officialisé? Quel avenir pour ces extensions agricoles avec la diminution des nappes phréatiques déjà observable? Mais ça, on a l'occasion déjà d'en discuter, et encore cet après-midi, il me semble. Et une question par rapport au marché de ce foncier collectif qui va être créé avec la mise en vente de nombreux lots quand les conflits seront résolus et les répartitions seront faites. Quelle position de l'État par rapport à ce marché? Qui seront les acheteurs et qu'en feront-ils? Pour conclure, donc on a bien un processus d'appropriation individuelle de ces communs fonciers avec une transformation des usages, des représentations et des possibilités juridiques d'appropriation qui se placent dans un cadre de néolibération posé par l'État, mais qui est également, selon moi, surgit de lui-même avec l'ouverture au monde de la vallée à partir des années 80. La situation actuelle, elle est conflictuelle. À part certaines extensions agricoles dont a parlé dans la présentation précédente, il y a beaucoup de terres qui sont bloquées pour les usages et répartitions. Ces conflits sont en train de se résoudre. Ils laissent entrevoir un futur entre répartition, mise en place d'un marché foncier, investisseurs. Et voilà, je voulais terminer avec 3 photographies que j'ai pu prendre dans mon terrain. C'est une photographie d'un troupeau en train de pâturer dans les terres de l'oasis. C'était un usage qui était strictement défendu auparavant et qui est aujourd'hui toléré. Ça laisse entrevoir la diminution de l'importance de ces terres de cultivateurs dans la vallée oasienne. Ce mur d'enceinte dans les communs fonciers, qui parle de lui-même. Et enfin, cette photo d'une extension agricole d'oliviers dans le douar d'Aït Mohamed qui est laissée à l'abandon. Tous les arbres sont morts de soif. Voilà, je vous remercie pour votre attention et attends vos questions. Merci Madame Amélie Smith pour cet exposé qui nous a quand même révélé la trajectoire du démantèlement des communs collectifs dans la région du Todra. À ma connaissance, le collectif dans la région du Todra, est-ce qu'il avait la même fonction? Parce qu'on sait que les Ahl Todra sont des paysans sédentaires dans la vallée. Et donc ils ont un rapport au collectif qui n'est pas du même ordre que le rapport qu'ont les pasteurs nomades Aïtata. Et donc, c'est-à-dire ce processus de démantèlement et ce qu'il ne s'est pas produit, sachant que cette partie de la vallée qui était finalement un espace de transition entre l'oasis et puis le grand espace nomade. Donc cette récupération du foncier par les Ahl Todra, est-ce qu'il ne s'est pas passé sans heurts justement avec les Aïtata qui environnaient cette région? Aussi la notion de commun que c'est-à-dire tous les principes d'Ostrom ont essayé d'essentialiser. Je pense que finalement, comme on a vu dans la première communication autour de cette émergence justement d'une action collective autour de l'eau dans la région de Zagora, est-ce qu'il n'y a pas des mêmes, c'est-à-dire des mêmes dynamiques dans la région de Todra autour justement du foncier, sachant par exemple que en 2010, il m'est arrivé d'aller dans la région et on avait trouvé une association qui a récupéré les terres collectives d'Afanour et qui a commencé à y planter du palmier dattier, mjhoul, etc.
Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils étaient très enthousiastes parce qu'il y avait des jeunes migrants, il y avait des jeunes locaux, etc., qui avaient, c'est-à-dire je dirais, cet espoir de récupérer justement cette terre et de baser dessus des projets de développement qui leur sont propres. Et merci. Donc, je donne la parole à la salle pour que, s'il y a des questions autour de ce que vient de nous présenter Madame Amélie Smith. Avec les questions que vous vous posiez déjà à la fin, effectivement, de l'exposé, qui me paraissent les plus intéressantes par rapport à la thématique de l'atelier, c'est cette idée de marchandisation, de cession de terre, comment est-ce qu'elle fonctionne en fait. Déjà, comment les transactions s'opèrent, quelle forme elles ont, quel type de reconnaissance elles ont par quels acteurs. Est-ce que c'est simplement la tribu? Est-ce qu'il y a une reconnaissance institutionnelle? Sous quelle forme? Est-ce que c'est une reconnaissance statutaire? Est-ce que c'est une reconnaissance tout simplement par consentement d'administration de ces transactions? Tout un tas d'interactions qui sont quand même essentielles pour comprendre ces processus. Donc je voudrais savoir un petit peu comment vous les documentez et comment vous voyez en fait ces principes de transformation foncière. D'autres questions dans la salle? En attendant les vocations. Donc merci pour ces questions. En effet, donc moi j'ai essayé de comprendre quel rapport à ces espaces avaient les habitants de la vallée Taudra. Et comparer justement par rapport aux lectures que j'ai pu faire sur les nomades du Haut-Atlas et le rapport qu'ils avaient au foncier collectif. Donc moi, ce qui est vraiment ressorti, c'est que ces communs fonciers dans la vallée Taudra, ils avaient une importance vraiment secondaire pour les habitants qui étaient surtout des cultivateurs de la vallée. Et donc ça se traduit par le fait qu'il n'y avait pas de mise en défense pour les pâturages, il n'y avait pas de gardiens. Et voilà, et nombreuses de mes enquêtées m'ont raconté que ces espaces-là, finalement, ils étaient vraiment utilisés de façon seconde. Et ça explique que les règles n'étaient pas aussi strictes qu'il peut y avoir, par exemple, décrites dans les travaux de Romani, que j'ai pu lire sur les communs du Haut-Atlas. Voilà. Les processus de déploiement des habitants de la vallée Taudra pour s'accaparer des espaces dans les communs fonciers, effectivement, ils se font avec des conflits avec les Aïtata. Il y a des conflits entre les tribus de la vallée Taudra, mais également avec Aïtata, notamment un grand conflit qui concerne tous les douars entre Afanour et Aïta Saobraim, c'est un douar de Aïtata, où ils sont bloqués depuis 2011. Voilà, ces terres, c'est un conflit que j'ai pu étudier, mais que je n'ai pas eu le temps ici de présenter. Sachant que les nomades de Aïtata ont des papiers du protectorat français avec des droits de pâturage sur ces espaces. Et les Altaudra n'ont pas de documents. Et donc voilà, c'est quelque chose qui se règle actuellement pour la plupart des douars en ce moment au tribunal, mais qui n'est pas encore résolu. Voilà. Pour la question un peu de renaissance des communs dans ces processus d'utilisation par l'extension agricole, effectivement, il y a l'association d'Afanour qui est un peu une success story racontée dans la vallée Taudra, où ce douar s'est organisé pour répartir une partie de leurs terres collectives pour l'exploitation par le palmier dattier. Cette association elle a été créée pour éviter l'accaparement de ces espaces justement par quelques personnes influentes du douar et que tout le monde puisse en profiter. Aujourd'hui, ils ont une gestion en commun de l'eau qui ressemble un peu à celle qui est pratiquée dans l'Oasis, dans cet espace d'extension. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ils se sont organisés. Après, ils ont déjà, pour l'instant, je pense qu'il y a moins d'un tiers des parcelles réparties qui sont cultivées. Et il y a déjà une baisse de la nappe phréatique qui est observable, notamment par le fait qu'au début, ils ont commencé à cultiver du blé, par exemple, en dessous de ces palmiers dattiers. Maintenant, c'est un usage qui n'est plus du tout d'actualité. Voilà. Enfin, la question sur les transactions. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai commencé à toucher du doigt à la fin de mon terrain. Donc, je n'aurai pas une réponse complète à apporter pour le moment.
il y a différents, comme c'est un peu la même question qu'a eu la précédente présentation, il y a différentes façons d'accéder au foncier en fonction des extensions. Moi, ce que j'ai compris, c'est que, par exemple, j'ai beaucoup discuté avec un agriculteur de Tengerfa. Pour lui, il a réussi à avoir un titre de la conservation foncière, donc être reconnu au cadastre. Non, pas un titre de la conservation foncière, une autorisation d'exploitation. Lui, ça s'est passé qu'un ayant droit de cette tribu-là a renoncé à ses droits au profit. Il a eu entre ses mains l'autorisation d'exploitation et donc maintenant il est considéré comme un ayant droit de Aït Aïssa Obrahim, alors que c'est quelqu'un d'une tribu de Todra Léoulia, donc c'est dans le haut de la vallée. Donc il y a ces processus de renoncement de ses droits au profit de quelqu'un d'autre qui peuvent permettre d'obtenir un titre d'exploitation. Ensuite, pour avoir le titre de la conservation foncière, c'est compliqué. Dans la vallée Todra, il y a peu de personnes qui ont réussi à avoir ces documents-là et souvent ceux qui ont réussi à le faire, c'est des personnes assez riches et influentes qui ont une certaine proximité avec le pouvoir. Voilà, je me perds un peu dans cette réponse-là. J'ai pas beaucoup d'éléments, en fait, c'est quelque chose que j'ai seulement touché du doigt à la fin de mon terrain. Voilà. Merci. Alors, oui, ça marche. Joanny Zakaria, étudiant en première année doctorat. Alors j'ai une question, si vous permettez. Vous avez défini le néolibéralisme comme une sorte de concurrence, ou bien c'est la garante entre toutes les relations humaines, si vous voulez. Mais comme nous savons tous, l'État collectif, ou bien le principe d'État collectif, c'est le partage. C'est la solidarité entre les ayants droit. Je voulais juste avoir une clarification dans ce sens. Est-ce que le néolibéralisme est là pour bien sûr mobiliser le foncier, pour attirer les investisseurs, ou bien c'est de créer une sorte de nouvelle approche de solidarité et mobilisation de foncier pour les ayants droit eux-mêmes? Merci. Alors il y a une question supplémentaire qui est dans la foulée, donc on la prend. Non, juste dans la suite donc, de l'interrogation à propos de la définition du néolibéralisme, que vous avez défini comme étant une instauration de la concurrence. Mais finalement, la concurrence était toujours une caractéristique fondamentale du système capitaliste. Ça ne se limite pas uniquement, ce n'est pas nouveau avec le néolibéralisme. Donc il faut chercher à définir ce néolibéralisme autrement. Merci, je vous laisse répondre en 2 minutes à ces questions complexes. Je vous remercie pour ces questions. Je vais répondre d'abord à la première. Donc, moi, comment je vois l'installation, je vais prendre comme comment je vois l'installation de la concurrence dans les communs fonciers de la vallée Todra. Donc, ce serait un futur où les conflits se résolvent, on répartit les terres, et finalement, maintenant, et les générations à venir, elles n'ont plus accès, avant comme la solidarité de la tribu, elles n'ont plus accès à un lot parce qu'elles sont ayant droit de cette tribu, mais toutes les terres sont réparties et pour accéder à un lot dans leur tribu, elles doivent l'acheter. Et donc là, la concurrence vient sur un marché foncier. Voilà, donc c'est un peu une projection future. Et ensuite, pour la définition du néolibéralisme, je crois que je vais passer... Voilà. Merci Madame Amélie Smith. J'en profite seulement pour vous dire que dans notre laboratoire, on a accueilli pas mal d'étudiants de différentes générations de l'ISTOM et je vous félicite pour cette compréhension justement des mécanismes qui gèrent les terres collectives dans un laps de temps très court. Merci. Donc, je vous invite à une pause café qui est servie pas loin d'ici. En attendant, passer à la deuxième partie de cette séance.
professionnels sur le terrain, ils font des bonnes enquêtes, ouais, c'est clair. Ça marche bien, ouais. Mélisse, t'as écrit, hein, tu as vu? Oui, j'ai vu, je vais essayer de la relancer vers d'autres gens. Fabio, peut-être il sait, il connaît au pire. Ouais, ouais. Muriel, peut-être. Alors, c'est super, le micro marche pour une fois. Je vous invite à faire une pause café un peu rapide quand même, parce qu'on a pris du retard conséquent ce matin. Merci.